Geneva Show vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Bonsoir Anne-Niva. Bonsoir Jérémy. Vous êtes à Genève à l'invitation du Club des leaders. Vous êtes grand reporter de guerre, spécialiste de la Russie, journaliste, présentatrice également de votre propre tranche sur LCI depuis septembre. C'est à 22h les vendredis et samedis soirs avec Guillaume Serrin sur LCI. Absolument. Comment allez-vous Anne-Niva? Super bien. Super bien. Une journée assez mouvementée à Genève aujourd'hui. Oui, avec beaucoup de choses qui se sont passées. C'était très agréable. Beaucoup de rencontres et surtout la présentation de ce livre, La haine et le déni, chez Flammarion. C'est un livre de témoignages, c'est un livre de reportage, c'est un livre assez singulier dans cette guerre puisque vous êtes allé sur le terrain à la rencontre des Russes, à la rencontre des Ukrainiens. Voilà. Alors je sais que maintenant ça paraît étonnant d'aller sur le terrain, mais enfin moi j'ai fait que ça toute ma vie, donc c'est pas très étonnant pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Je suis journaliste de terrain, donc je vais sur le terrain, quel que soit le terrain. Et dans une guerre, généralement, on a deux belligérants, donc moi ce qui m'importe, c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière, c'est d'aller d'un côté comme de l'autre. Donc là, le 24 février 2022, j'ai quand même eu un coup au cœur quand j'ai appris la nouvelle, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille des deux côtés, pas seulement côté ukrainien, mais également côté russe. Côté ukrainien, tous les médias du monde entier s'y sont précipités, et je le comprends, parce que c'est un pays dans lequel il n'y a pas besoin de visa, et puis c'était le pays agressé par la Russie. Or, pour aller du côté russe, eh bien, il faut demander un visa. Ça, c'est pas nouveau, Jérémy, c'était le cas bien avant la guerre. Évidemment, c'est compliqué aujourd'hui d'obtenir un visa pour la Russie, mais on en obtient quand même. Il faut savoir attendre, et puis ensuite, il faut oser y aller. Et vous avez l'avantage de parler russe couramment, parce que vous avez vécu en Russie 10 ans, et parce que ça fait 30 ans que vous couvrez ce pays. Absolument. Votre père, Georges Diva, est un passionné de Russie, un grand spécialiste de la Russie. Votre mère habite pas loin d'ici. Voilà, mon père et ma mère. Mon père était professeur à l'Université des Lettres de Genève. Ici, ma mère de l'autre côté de la frontière à Annemasse. Je l'ai d'ailleurs eu comme prof, figurez-vous, puisque je n'avais pas le choix. Il n'y avait qu'une prof de russe jusqu'à la terminale. Ah bah, ça devait être sympa. On était 8 en cours, les 8 même de la 4e à la terminale. Donc ensuite, après mon bac, quand mes parents m'ont dit « tu continues à Genève ou tu vas à Paris », je me suis dit quand même, je vais peut-être aller plutôt à Paris, parce qu'à Genève, j'aurais sans doute eu mon père comme prof. Voilà. Parler russe sur le terrain, vous le parlez capital. En Russie, mais vous le parlez également en Ukraine, le russe. Oui, bien sûr, parce que beaucoup d'Ukrainiens, une grande majorité d'Ukrainiens parlent russe, moins maintenant évidemment avec cette guerre, puisque la haine de la part des Ukrainiens, des Russes est si importante que... Et puis il y a évidemment une politique linguistique côté ukrainien, et aujourd'hui c'est bien normal puisqu'ils sont en guerre. Mais sur le terrain, même des Ukrainiens qui sont anti-Poutine et anti-russes ont accepté de me parler russe. Ils ont accepté de me parler russe. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont bien rendus compte, et ils avaient raison, que s'ils voulaient faire passer des messages à la journaliste que je suis, il valait mieux me parler même en russe plutôt que de ne pas me parler du tout. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer à travers ce livre, Anne-Niva? J'ai souhaité montrer l'humain dans la guerre. J'ai souhaité montrer que tout n'est pas blanc et noir. J'ai souhaité montrer que ce qui compte... Mais je l'ai fait dans tous mes livres précédents aussi. Mais mon livre sur la guerre en Afghanistan, mon livre sur la guerre en Irak. La guerre en Irak, vous savez, j'aurais pu aussi la couvrir, si je puis dire, du point de vue purement occidentale, puisque c'était en gros effectivement une alliance occidentale contre les Al-Qaïda et Daesh. Puisque je suis une femme occidentale et que je représente des médias occidentaux. Et c'est la même chose là entre l'Ukraine et la Russie. L'Europe livre des armes à l'Ukraine. Donc évidemment, la Russie n'est pas traitée dans les médias de la même façon qu'est traitée l'Ukraine. Mais pour moi, ça n'est pas important. Il faut que je traite absolument les deux de la même façon. Il se trouve qu'entre l'Ukraine et la Russie, je connais aussi bien l'Ukraine que la Russie. Je parle la langue. J'ai été sur le terrain bien avant que cette guerre n'éclate. Donc, je voulais avoir le point de vue ukrainien, qui est très intéressant, et qui n'est pas le même selon qu'on est à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv ou à Kiev, ou alors plutôt dans le Donbass ukrainien. Et évidemment, du côté russe. Côté russe, ça n'est pas la même, on ne pense pas la même chose de ce conflit si on est à Moscou, ou si on est dans le Donbass ukrainien occupé par l'armée russe, ou si on est bien sûr à Vladivostok, de l'autre côté sur la mer du Japon. On vous voit comme ça, très à l'aise, vous êtes sous les projecteurs à Paris, dans les grands studios de télévision, vous êtes à la fois sur le terrain, les pieds vraiment dans la boue. Ouais. Anne-Niva, vous êtes un peu schizophrène. J'aime les deux, je suis schizophrène, absolument, j'assume.
Et ça, j'ai découvert ça relativement récemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Mon socle, c'est l'écrit. J'ai toujours compté, l'écrit a toujours compté pour moi et je continuerai à écrire des livres et des reportages, notamment dans l'hebdomadaire Le Point. Mais il m'a été donné cette possibilité de parler à la télévision. L'oral est important et ce qui m'importe sur ces chaînes d'information, sur LCI, c'est la puissance du direct, le fait que quand on parle à la télévision sur ces sujets qui sont des sujets en cours, qui sont des sujets extrêmement sérieux, et je sens que tout le monde est déboussolé par rapport à ces sujets, je sens que beaucoup de gens se sentent perdus, ils ont peur que la guerre arrive jusqu'à nous, ils ont peur que la Russie gagne, ceci, cela. Et en parlant, donc en participant à ces débats et en maintenant ayant ma propre émission avec Guillaume Sérin, je me dis que je peux essayer à une clarification et une espèce d'émission pédagogique, sans aller tout le temps dans la supputation. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Ma légitimité, c'est le journalisme de terrain. Et ça, c'est important. Il y a toujours un risque quand même dans ces émissions d'information en continu, d'avoir l'impression de jouer la partie de risque en direct avec les généraux qui commentent, etc. Oui. Il y a un peu de ça, il y a un peu de caricature parfois. Ça peut bien sûr exister. Pas chez vous, évidemment. Ça peut exister dans toutes les chaînes info, mais les généraux, comme vous dites, qui sont des généraux à la retraite, hein, sinon ils ne pourraient bien sûr pas s'exprimer. La grande muette. Mais voilà, et d'ailleurs, l'un d'entre eux, je ne dirais pas lequel, m'a dit avec la plus grande franchise, et je trouvais que c'était tout à son honneur, que toute sa vie, justement, il n'avait jamais pu parler. Il était connu comme tel par tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui sont absolument très étonnés, perplexes de l'entendre aujourd'hui dire tout ce qu'il dit sur LCI. Mais même des généraux peuvent se refuser à faire des supputations. Parce que ce qui compte, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? Et déjà, attardons-nous sur les faits pour bien avoir conscience de ce qui se passe avant d'être comme très pressés de voir ce que nous pourrions faire. Il faut déjà connaître les faits. Et j'ai l'impression que nos hommes et nos femmes politiques, souvent, ne sont pas tout à fait au courant des faits. Nous, les journalistes, moi en particulier, mais je suis sûre que vous aussi et beaucoup d'autres, notre but, c'est bien d'éclaircir les situations en informant sur les faits pour que des décisions politiques soient prises. Et non pas l'inverse. Le danger du terrain, le danger, vous le ressentez quand, dans ce livre, vous parlez de plusieurs amis, de plusieurs personnalités, vous en parlez au passé. Ils sont morts sous les bombes, ils sont morts sous les tirs. Oui. Vous êtes jamais senti en danger de mort sur le terrain? Bien sûr que si. J'ai dédié ce livre à 2 personnes, dont Oleg, un ancien officier du renseignement ukrainien, qui m'a beaucoup aidé pour ce livre. Un homme d'une générosité, en même temps il avait très patriote ukrainien qui me parlait en russe et qui souvent me prenait à partie en me disant « Anne, l'Ukraine existe à vos yeux aujourd'hui ». À cause de cette guerre, elle n'existait pas avant. Alors évidemment, ce n'était pas à moi personnellement qu'il disait ça, parce qu'il savait que je m'occupais de l'Ukraine avant, mais disons au grand public occidental. Et il avait raison. Donc j'apprécie cette franchise. Et ça c'est très important d'essayer. Évidemment, moi je suis à l'écrit, je n'ai pas de caméra, Jérémy. Je pense que je ne pourrais pas faire la même chose si j'avais une caméra. Et puis je suis sur le long terme, je peux me faufiler, je suis habillée comme une femme locale, j'habite chez les gens, etc. Donc bien sûr que je suis soumise au même danger que ceux qui subissent la guerre. J'ai commencé ma carrière sous les bombes russes en Tchétchénie, en 1999-2000. Je rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs que la Tchétchénie n'a pas obtenu ce qu'à l'époque ses combattants voulaient, c'est-à-dire l'indépendance. La Tchétchénie reste une partie de l'immense fédération de Russie. Et aujourd'hui, je suis encore sous des bombes russes, mais en Ukraine. Donc, en quelque sorte, j'ai bouclé la boucle. L'Ukraine étant en cela différente de la Tchétchénie, que l'Ukraine, depuis 1991, est indépendante. Donc, elle n'a pas à se battre pour son indépendance. Elle est déjà un État indépendant. Vous êtes une journaliste qui documente beaucoup la parole russe parce que vous la connaissez. Oui, parce que j'y ai accès. Et surtout, ce peuple russe qui n'est pas un monolithe. On a parfois tendance à confondre le peuple russe avec Vladimir Poutine. Vous avez complètement raison. Et Vladimir Poutine voudrait que tout le monde pense, dans le monde entier, que son peuple est comme un seul homme derrière lui. D'ailleurs, j'avais écrit un précédent livre qui s'appelle « Un continent derrière Poutine, point d'interrogation ». Et j'étais allé en Russie pour essayer de comprendre si c'était bien le cas. Évidemment que non. Tout le monde n'est pas comme un seul homme derrière Vladimir Poutine. Il y a 1001 nuances de gris, j'allais dire, en Russie. Et c'est bien pour cela que j'y vais. Mais il y a encore aujourd'hui, en 2024, une majorité relative, mais une majorité tout de même, de Russes
qui continuent à être du même avis que leur président Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'ils pensent, ils sont convaincus que cette guerre, ils doivent la gagner. Ils ne conçoivent pas les choses autrement. Alors qu'il y a en Russie des jeunes Russes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est-à-dire l'âge, l'accession de Vladimir Poutine. La durée de vie du pouvoir. Exactement, ça fait 24 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc ces jeunes-là, ils ne connaissent que lui. Ils n'ont pas peur de Vladimir Poutine parce qu'ils sont modernes, ils sont jeunes. Ils ont d'ailleurs plus en commun avec des jeunes Français du même âge ou des jeunes Suisses ou des jeunes Britanniques, par les médias sociaux, etc., qu'avec des Russes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils ne partagent pas la même vision du monde. Mais ces jeunes Russes-là, parmi eux, j'ai rencontré des anti-guerres, des anti-Poutine, je viens de le dire. Mais quand on leur pose la question sur la possibilité d'une défaite russe, ils ont du mal à la concevoir. C'est-à-dire que le Russe, aujourd'hui, reste extrêmement patriote. Mais les Ukrainiens aussi. Et bien sûr, bien sûr. Mais là, on ne conçoivent pas la défaite. Les Ukrainiens sont extrêmement patriotes parce que... Chacun veut gagner cette guerre. Bien sûr. Les Ukrainiens ont été agressés, ils sont mus par ce patriotisme. Là aussi, ce n'est pas tout à fait un seul homme derrière Volodymyr Zelensky, même si Volodymyr Zelensky est un homme élu en 2019 qui avait des positions plutôt plus proches du dialogue avec la Russie qu'il ne les a aujourd'hui, mais qui force le respect de la grande majorité ukrainienne parce qu'il a eu le courage de rester dans son pays alors qu'il avait la possibilité, qui lui était donnée par les Américains, de fuir, de constituer un gouvernement en exil, etc. Donc beaucoup d'Ukrainiens qui m'avaient dit, jeunes et moins jeunes, qu'ils n'avaient pas voté pour Volodymyr Zelensky, m'ont dit aussi le respect, l'admiration qu'ils avaient pour cet homme aujourd'hui. Vous dites on connaît mal les Russes, vous dites que tous les Russes ne sont pas pro-guerre, en même temps on a de la peine à concevoir Poutine renversé aujourd'hui, là. Par qui? C'est-à-dire, c'est moi qui vous voilà, pose la question. Vladimir Poutine, théoriquement, peut être renversé, oui, bien sûr, soit par des Russes qui pourraient constituer donc un autre gouvernement, soit par une autre entité, peut-être. Le fait est que, pour le moment, au moment où nous nous parlons, Vladimir Poutine est encore en place. Pourquoi ? Mais parce qu'il a tout verrouillé pour pouvoir l'être. Et il a mis 24 ans pour y parvenir. Donc moi, j'ai commencé à aller en Russie, c'était encore Boris Yeltsin, son prédécesseur. Et puis les débuts de Vladimir Poutine n'était pas du tout aussi sûr de lui qu'aujourd'hui. Et le Parlement, à l'époque, en Russie, existait, avait une véritable importance. Il y avait un multipartisme au Parlement russe. Tout cela n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire Vladimir Poutine a réussi à faire le vide. Il y avait des oppositions à Vladimir Poutine à l'intérieur de la Russie. Aujourd'hui, Jérémy, ça n'existe plus. Les oppositions à Vladimir Poutine sont à l'extérieur de la Russie. Elles sont en exil. Et comme elles sont en exil, en plus elles ne s'entendent pas entre elles, elles ont extrêmement peu d'impact sur ce qui se passe en Russie. Et Vladimir Poutine le sait bien. Et les conditions réunies pour éventuellement renverser Poutine, ce serait quoi? Écoutez, ça, je ne peux pas vous le dire. Vous La n'aimez pas seule les chose que je supputations. peux vous dire, je n'aime pas les supputations, mais la seule chose que je peux vous dire, parce que ça, ce sont des faits, c'est ce qui s'est passé avec Evgeny Prigojine. Ouais. Souvenez-vous de cet voir sa homme photo. qui, voilà, toute l'année 2023, donc dirigeait cette milice privée Wagner, qui était privée, mais enfin pas véritablement privée, puisqu'elle était entièrement financée, donc des milliers, des dizaines de milliers de soldats russes qui allaient sur le front ukrainien, qui appartenait à cette milice Wagner, entièrement financée par le ministère de la Défense russe. Donc cet homme, Prigojine, devait absolument tout au ministère de la Défense russe. Et puis, bon, je vous la fais courte, mais il a commencé à avoir des dissensions avec celui qui était à l'époque le ministre de la Défense, Shoigu, qui est un grand loyal de Vladimir Poutine, tout simplement, parce que, justement, on lui donnait de moins en moins de moyens. Et Evgeny Prigojine lui-même voulait continuer à avoir le contact personnel avec Vladimir Poutine, or, il ne l'avait plus. Et il a continué à être en rage. On se souvient de ces diatribes sur les médias sociaux de ce Prigojine, qui évidemment n'était pas diffusé dans les télévisions d'État. Bref, ça s'est terminé par cette mutinerie. En juin 2023, mutinerie ratée, mais ça a été un moment décisif. Ça aurait pu basculer. Oui, parce que les hommes de Prigojine ont commencé à monter en 2 convois de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, vers Moscou. Il y a eu des morts d'ailleurs. Mais Prigojine pensait qu'il y aurait des défections de l'armée russe régulière vers lui. Or, il n'y en a pas eu. Et 2 mois plus tard, il était mort dans un accident d'avion. Comme par hasard. C'est souvent comme ça que ça se termine. Donc, ce que je veux dire, c'est que Vladimir Poutine, voilà comment il traite les traîtres. Le côté, Voilà. ouais. Mais là, on n'était pas loin
d'une mutinerie réussie. Donc c'est quand même, il y a en même temps une grande solidité du régime de Vladimir Poutine, et en même temps, ce qui s'est passé avec Prigojine a montré une faiblesse. Et ça, pour les Russes, c'était tout à fait inhabituel. L'accident d'avion, c'est vraiment le côté très cynique, le côté très froid du pouvoir moscovite. Ça, c'est une réalité. Le Kremlin, oui, Ouais, tout à fait. Kremlin. Oui, absolument. Bah, c'était la façon, la réponse de Vladimir Poutine et du Kremlin, des hauts fonctionnaires russes, à cet affront gigantesque de cette mutinerie. Vous avez déjà eu affaire à quelques déconvenues avec le régime du Kremlin, Anne Niva? Plusieurs, oui. Les plus marquantes? Moi, je les ai décrites dans mes livres précédents, mais j'ai été expulsée de Russie. J'ai été expulsée en 2012 à cause du zèle d'un fonctionnaire de province, dans une lointaine province où j'étais en reportage, et qui a considéré que je n'avais pas à être là, alors que j'avais un visa en bonne et due forme. Bref, donc j'ai été expulsée, mais ensuite j'ai eu le droit de revenir en Russie parce que les Russes ont reconnu leur erreur. Donc j'ai plutôt apprécié qu'ils reconnaissent leur erreur. J'ai été évidemment traitée d'espionne sur le terrain en Tchétchénie, là c'était il y a longtemps, par des forces de police et par des forces spéciales, parce que on traite des journalistes d'espions quand on n'est pas content que le journaliste soit sur place et qu'il soit un gêneur. Mais Jérémy, le journaliste est toujours un gêneur, et c'est tant mieux. Et je suis très fière d'être une gêneuse. Mais une gêneuse à ma façon, parce que moi, je respecte tout le monde. Évidemment, si les Russes ne me donnent pas de visa, je ne pourrais pas y aller. C'est ça. Vous arrivez quand même à manœuvrer pour être accepté au final. Non, je ne peux rien faire. Si les Russes ne me donnent pas de visa, je ne peux rien faire. Mais ils me donnent un visa comme ils en donnent à d'autres. Ils donnent un visa à mes confrères et mon consoeur du Monde, de Libération et bien d'autres journaux, à New York Times. En fait, ils en donnent à tout le monde. Mais c'est une légende de croire que la Russie est fermée au reste du monde. La Russie n'est pas fermée. Elle ne souhaite pas être fermée aux médias du monde entier. La Russie, ça n'est pas du tout la Corée du Nord. En revanche, elle a une politique extrêmement rigide, et de plus en plus rigide à cause de cette guerre, par rapport aux journalistes, puisque je vous rappelle qu'un journaliste du Wall Street Journal américain a été arrêté récemment, et il a été libéré encore plus récemment, parce qu'il avait été lui-même justement accusé d'espionnage. Donc aujourd'hui, ça va moi, j'avais été accusée par des personnes qui n'étaient rien ni personne. Je n'avais pas été accusée officiellement. Lui, il avait été accusé officiellement et emprisonné. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui en Russie. C'est difficile de faire son métier aujourd'hui en Russie. Ce livre dit aussi beaucoup de la perception des Russes et des Ukrainiens aussi, de la perception vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des Occidentaux. Oui. Et c'est là où on voit tout le pouvoir de la propagande. Mais oui, mais là, vous avez raison de le souligner, parce que moi, la vision qu'ont les Ukrainiens ou les Russes, et les Irakiens ou les Afghans, quand j'y vais, de nous-mêmes, de nous autres Occidentaux, m'importe. Je pense qu'il faut inverser le regard. Et c'est quoi leur image? Ah bien, elle est aussi riche en stéréotypes sur nous que nous sur eux. Ouais. Donc, elle est toujours fausse. Elle est toujours fausse. Mais là, en ce qui concerne... Bon, là, les Russes, évidemment, en veulent beaucoup aux Européens de soutenir l'effort de guerre. Oui, et de les mettre de côté. C'est-à-dire, les Russes ont vraiment l'impression aujourd'hui qu'ils sont des parias en Europe. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux ont encore des visas Schengen qui avaient été donnés quand même de façon généreuse par les autorités européennes pour 3-4 ans, mais bientôt ils n'en auront plus. Et donc, ils ne pourront plus continuer à voyager en Europe. Et ça évidemment, ça les blesse beaucoup. Les Ukrainiens aussi ont une image de nous avec parfois pas mal de déception, puisqu'ils trouvent que nous ne les aidons pas assez et que nous ne les avons pas assez aidés dans le passé par rapport à la Russie et aujourd'hui dans la guerre qui a lieu. Il y a des différences notables aussi de société, de mode de vie, de perception. On présente souvent l'Occident comme un continent complètement décadent. Alors ça, c'est la propagande russe. Oui, mais chez eux, il y a quand même une vision des choses peut-être un peu plus conservatrice, dirons-nous ici. Ou pas? La société russe évolue? La société russe, bien sûr, évolue. La société russe est une société, au niveau technologique, tout à fait moderne. Mais le rapport à l'autorité, le rapport au travail, le rapport à la sexualité, à la famille. Certaines valeurs. En revanche, Moscou, c'est une ville comme une grande capitale occidentale. Avec Moscou, il n'y a pas les 35 heures. Hein, donc les magasins sont ouverts pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les restaurants ne désemplissent pas, même sous sanction, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, c'est une société moderne.
Mais pour ce qui est des valeurs, absolument, pour ce qui est des thèmes sociétaux, c'est-à-dire les valeurs familiales, l'autorité, l'homosexualité, là, Vladimir Poutine donne le ton et il est suivi absolument par une immense majorité de Russes. Et c'est pour ça qu'il est suivi aussi dans ce qu'on appelle le Sud global. Parce que pensez-vous que les pays du Moyen-Orient et en Asie, sauf quelques exceptions, sont des pays qui soient aussi modernes que l'Europe occidentale sur ces sujets-là? Non. Et Vladimir Poutine en joue, justement. Il pense qu'il a énormément de pays qui le soutiennent, finalement, grâce à la mise en valeur de ces valeurs-là. La réalité immédiate, c'est cette guerre qui s'enlise. Elle s'enlise. Elle peut durer combien de temps encore, cette guerre? Longtemps. Tant qu'il n'y a pas de victoire militaire claire d'un côté ou de l'autre... C'est terrible, ce que vous nous dites. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un perdant. C'est difficile qu'il n'y ait pas de perdant. Et puis, de toute façon, pour le moment, aucun des deux belligérants, c'est-à-dire ni le côté russe, ni le côté ukrainien, considère qu'il serait... en sa faveur de terminer la guerre. C'est-à-dire tout le monde pense qu'il a encore une possibilité de gagner. Tant que les deux parties continueront à penser qu'ils ont une possibilité de gagner, la guerre se poursuivra. Donc on est bien loin des négociations de paix. Très loin. Et même si je vous rappelle qu'un sommet pour la paix a eu lieu en Suisse. Oui, mais ça a donné quoi, ça, à votre avis ? Rien, c'est un flop total. Je ne dis pas que la Suisse n'avait pas raison de l'organiser, parce que c'est dans l'ADN de la Suisse de rechercher l'existence et le développement de négociations. Mais le fait même que ça soit évidemment organisé uniquement par la partie ukrainienne a été très critiqué par beaucoup d'États du monde entier. Et les Ukrainiens l'ont compris, puisqu'ils disent aujourd'hui qu'ils souhaiteraient un second sommet avec la participation russe. Sauf que les Russes aujourd'hui disent « nous n'y participerons pas ». Donc pour vous, on est très loin d'un quelconque début de négociation. Et est-ce que l'actualité ailleurs dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou même du point de vue des élections américaines, est-ce que ces événements-là peuvent avoir une influence sur le conflit en Ukraine ? Bien sûr, et l'inverse également. L'inverse également, puisque Donald Trump a plusieurs fois fanfaronné en prétendant que s'il était de nouveau président, il terminerait cette guerre entre la Russie et l'Ukraine en moins de 24 heures. Alors, les Russes s'en sont gaussés, mais de façon ironique. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, il l'a très mal pris. Mais il est actuellement, Volodymyr Zelensky, aux États-Unis. Et, enfin, toute la semaine, il a été aux États-Unis. Et il a vu le président Biden, Kamala Harris, la candidate, et également, sans doute, Donald Trump. Donc pour lui, c'est très important quand même l'avis des trois grandes personnalités américaines. Et Poutine qui soutient Harris, ça c'est quoi? C'est une farce? C'est l'humour de Poutine? Farce. Exactement. C'est une espèce de cynisme de Vladimir Poutine qui soutient Kamala Harris tout en ironisant sur son rire. Et en disant que voilà, une femme qui a un rire pareil, on ne peut que la soutenir, etc. Enfin bon, tous les Russes comprennent bien qu'il ne la soutient pas. Situation au Moyen-Orient qui s'aggrave avec maintenant le Liban qui est durement frappé par Israël. Est-ce que là, cette guerre qui s'intensifie là, peut jouer en faveur ou en défaveur de Poutine? Mais c'est-à-dire que là, il y a le choix des Américains, évidemment, d'aider Israël. Israël est un allié indéfectible des États-Unis, mais ça devient compliqué aussi, potentiellement au niveau justement des armements. C'est-à-dire on voit bien que les États-Unis ont fort à faire avec ce qui se passe entre Israël et le Hamas, Gaza, Israël et le Hezbollah maintenant au Liban. Et Joe Biden n'a pas du tout envie de donner son feu vert pour que les armes américaines utilisées par les Ukrainiens, qui sont livrées aux Ukrainiens, puissent atteindre ce qu'on appelle la profondeur russe. Or, c'est ce dont les Ukrainiens ont besoin pour être plus efficaces. Dixit le président Volodymyr Zelensky. Mais Joe Biden refuse jusqu'à présent parce qu'il dit qu'il a peur d'une escalade qui amènerait vers une troisième guerre mondiale. Donc évidemment, on n'est pas loin là, franchement. On est dans un moment d'escalade, absolument. On est dans un moment d'escalade gigantesque. Et pour ce qui est du conflit au Moyen-Orient, la Russie joue un rôle important, qui, en tout cas pour ce qui est du conflit entre Israël et Gaza,
la Russie soutient le Hamas. Le Hamas et les représentants du Hamas ont été invités et recueillis, accueillis en Russie plusieurs fois. Donc on a là un jeu très intéressant de Vladimir Poutine. Pourtant, il y a un nombre énorme de Russes, d'Israéliens d'origine russe. C'est la première communauté aujourd'hui en Israël, et donc des relations qui étaient des relations jusqu'à très récemment très particulières entre la Russie et Israël, et notamment entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Pour conclure, Anne Niva, ce livre, La haine et le déni, c'est la guerre, c'est moche et ça pue. Ah, ça c'est sûr. La guerre, c'est le pire qui puisse arriver. La guerre modifie tous les rapports humains. On ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est pourquoi j'écris ces livres. Et c'est pourquoi je reste dans le reportage, parce que je souhaite que mes lectrices, mes lecteurs soient derrière moi en me lisant pour pouvoir se rendre compte de à quel point ça modifie tout. Oui, la guerre, ça pue. La guerre, c'est facile à commencer et c'est très difficile à terminer. Merci beaucoup. Anne Niva, on rappelle ce livre, Jérémy. La haine et le déni chez Flammarion. Et on vous retrouve sur LCI le vendredi et le samedi soir à 22h avec Guillaume Serrin. Merci à vous. Merci. Infomaniac, le Cloud Éthique vous a présenté Geneva Show.